qualifié. Bonsoir Jean-Christophe Couvi, merci d'avoir accepté notre invitation dans Punchline. Le juge d'instruction a donc opté pour une qualification pénale moins lourde que celle requise par le parquet, à savoir l'homicide volontaire. Est-ce que ça vous rassure ? C'est jamais rassurant, surtout pour un fait comme ça où on a un gamin, c'est un gamin de 23 ans qui est policier adjoint, je le rappelle toujours. C'est-à-dire qu'il n'est pas policier professionnel, c'est un contractuel. 23 ans, il a été formé 4 mois et en fait il travaille comme un policier normal, il est payé 1 333 € par mois. Voilà. Donc maintenant, lui, il va être papa d'ailleurs, super. Il a intervenu sur un individu, encore une fois, qui est prêt à tout. En face de nous, on a des délinquants qui sont des têtes brûlées. Donc maintenant, effectivement, il est mis en examen. On va voir c'est toujours l'appréciation subjective du juge, hein, mais c'est effectivement, il va pouvoir au moins s'expliquer, se défendre, expliquer pourquoi il a fait usage de cette arme, dans quelles conditions il l'a fait, il pensait être aussi, parce que je rappelle toujours que quand on intervient, on parle toujours de formation, etc. On peut se former autant de fois qu'on veut. N'empêche que quand on est sur le terrain, qu'on a l'adrénaline et qu'on a un quart de seconde pour prendre une décision, surtout qu'on ne sait pas si on voit notre collègue, notre coéquipier, s'il est en danger ou pas, on tire parce que cette personne-là était une tête brûlée et que de toute façon, elle avait décidé de repartir et de quitte à bousculer et écraser des policiers. Donc il a utilisé ça en pensant que c'était la meilleure des solutions. Cette mise en examen, elle crée du ressentiment au sein des rangs de la police ? C'est toujours, en fait, les policiers ressentent toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on fait notre job et à la fin, j'allais dire qu'on prend des critiques. Alors on est en démocratie, c'est normal qu'on puisse pas toujours être d'accord avec tout, mais je veux dire, on a l'impression de faire le devoir accompli. Et on n'a pas un permis de tuer, c'est pas du tout ce qu'on veut. On entend plein de choses. On a même des objections sur mon collègue syndicaliste qui a pris la défense de ce policier pour le soutenir, parce que c'est aussi notre job, nous, de soutenir nos collègues. On n'est pas là pour montrer du doigt nos collègues, au contraire, on est là pour les aider et supporter cette épreuve. Et effectivement, quand on est policier de terrain maintenant, on sait qu'on a cette difficulté d'affronter la réalité avec des délinquants de plus en plus violents et des délinquants qui sont chevronnés, parce que l'individu en face, je suis désolé, mais le mec il avait un palmarès défiant toute concurrence, ça aussi on l'oublie. Donc en fait on regarde toujours le prisme du policier, de la police, et jamais de la délinquance. Et c'est ça qui est un peu choquant, c'est-à-dire qu'à chaque fois, même les politiques s'emparent du problème, en font des gorges chaudes, toujours sur le problème de la police, alors qu'en fait, jamais on se pose sur le problème du délinquant. Pourquoi un délinquant, on arrive à ce niveau de bestialité, j'allais dire, puisque ça c'est pareil, c'est un avocat, Ariel Halimi, qui a utilisé ce mot de bestialité de la police. Franchement, je trouve ça déplacé, mais j'aimerais bien qu'on parle de la bestialité de la délinquance. On peut le faire. Jean-Christophe Couvi. Oui, je suis d'accord avec Karim Zeribi. Effectivement, encore une fois, on met dans les bras d'un gamin, d'un contractuel, 4 mois de formation, c'est très peu, et on lui met une charge hyper lourde. Effectivement, il intervient comme un policier normal, sauf qu'il est moins formé. Effectivement, j'aimerais bien que l'administration regarde aussi, est-ce qu'il a eu le temps d'aller faire ses tirs de formation, de la formation continue, est-ce qu'il était, suivi par rapport à ça? Est-ce qu'on laisse la possibilité aux fonctionnaires de s'entraîner comme il faut? Et après, je vais vous dire aussi, moi j'étais cette semaine avec les collègues de la BRI de Nantes. Et le soir même, c'est le soir même où ils interviennent. Et c'est le soir même où il y a encore une fois, il y a eu un problème, où sur une intervention, ça s'est mal passé. Et ça, c'est des gars qui s'entraînent tout le temps, tous les jours. Ils font des drills qu'on appelle, c'est-à-dire tous les jours, ils font des exercices, des mises en place. Ils sont 4 opérateurs par colonne. Enfin, vraiment, c'est millimétré. Et malgré ça, même ces gens-là qui sont, plus professionnels que les professionnels, il y a toujours la petite chose qui fait que ça ne se passe jamais comme prévu. Et sur cette interpellation à Rennes, par exemple, ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais ça, c'est l'alpha et l'oméga du policier. On peut tout faire, ça ne se passera jamais comme prévu. Il y a toujours la part de subjectivité. Après, maintenant, ce collègue-là, oui, nous, on fait front derrière. Alors, attention, on regarde les images et on regarde aussi toujours la légitime défense. Juste pour rappel, il y a aussi le Code de sécurité intérieure qui dit qu'on peut immobiliser un véhicule qui est dangereux, les occupants sont susceptibles d'être dangereux. Il faut voir aussi, ce qui s'est passé avant, avec tous les risques que le conducteur a pris sur la route, en percutant des voitures, en zigzagant, il a failli écraser des personnes, il a percuté 2 fois les policiers. Donc à un moment donné, on se dit aussi, attendez, le gars là, il est décidé à tuer. Voilà. Jean-Christophe Couvi, cet esprit de corps qui a été évoqué et qui est bien connu dans les rangs de la police ou encore qu'on le retrouve à l'armée, il vous est souvent reproché. Est-ce que vous le comprenez ?
Bah écoutez, l'esprit de corps, c'est tout ce qui nous reste, j'allais dire. On nous enlève notre fierté, on nous fait des débats à chaque fois sur ce que la police doit faire ou pas faire, la police tue, etc. Et cet esprit de corps, c'est ce qui nous maintient, c'est ce qui nous permet de faire nos missions tous les jours. Moi, j'ai des collègues tous les jours qui se plaignent et qui nous disent, voilà, je veux dire, on est maltraité, entre guillemets, par une hiérarchie qui, des fois, ne nous soutient pas, par un système où on est, des fois, lynché par la société, par des médias. Et nous, ben, on essaie justement de serrer les coudes et en fait, on va se défoncer pour aider notre collègue parce que justement, s'il est en difficulté, ben, il y aura toujours un autre collègue qui va être là pour le relever, pour l'épauler. C'est ça, en fait, qui nous maintient et qui nous permet de faire nos missions au quotidien. Et si on n'a plus cet esprit de corps, et on le voit d'ailleurs, il y a dans des commissariats, je veux dire, dans des services, on essaie toujours de diviser un petit peu les fonctionnaires en créant des services, en les mettant en opposition les uns les autres, en donnant des primes au mérite. Tout ça, j'allais dire que ça participe justement à casser cet esprit de corps. Et nous, cet esprit de corps policier qu'on peut voir dans l'armée, ben, c'est ce qui nous maintient. Voilà, on a des frères d'armes, entre guillemets, et c'est ce qui nous permet de faire nos missions au quotidien. Et tenir surtout. Non, mais évidemment, heureusement. Alors ça, effectivement, on ne peut pas le savoir. C'est a posteriori, pas a priori. Comme on dit toujours, on soutient la police a priori, et après, a posteriori, des fois, oh mon Dieu, on la soutient plus. Mais ce que je veux dire, c'est que non, il ne le sait pas. En revanche, qui sait, c'est le périple, j'allais dire presque meurtrier de ce conducteur, puisque sur la radio, il y a des annonces où justement il est pris en charge par une voiture de la police municipale et qui annonce tous le danger que cette personne, enfin le conducteur crée. Et donc en fait, quand on a ces instructions et ces informations à la radio, tous les policiers de Nice ont la même information et tout le monde converge justement pour essayer d'interpeller cette personne-là, parce qu'on sait qu'il est prêt à prendre tous les risques. Et s'il avait tapé des piétons, peut-être même enfin voilà, on ne sait pas tout ça. Donc on se dit c'est quelqu'un de déterminé, de vraiment, je veux dire, déterminé dans ce qu'il va faire. Il est capable de tout. Et en fait, quand vous regardez la voiture de police qui est cabossée deux fois devant, qui va percuter 2 fois, et que vous sortez, vous mettez pied à terre et vous regardez les yeux du conducteur. Et en fait, ça, on pourra faire tout ce qu'on voudra dans un tribunal. On pourra jamais savoir ce qui s'est passé entre les deux regards. Il y a le regard du policier et qui voit la personne qui est déterminée, et des fois sur le visage des gens, on sait de toute façon en face, on s'arrêtera pas jusqu'à ce que l'un des deux meure. Mais est-ce qu'on sait si par exemple le conducteur était armé? Est-ce qu'on sait s'il menace ou s'il va menacer? Est-ce que vous avez eu des informations? Parce que quand vous avez... Alors non, j'ai pas toutes les informations, mais quand vous êtes au volant d'un gros véhicule, d'un gros SUV, et que vous avez tapé 2 fois un véhicule de police, vous savez, vous aurez pu d'ailleurs tuer les fonctionnaires, hein, les fonctionnaires de police auraient pu finir dans le pare-brise, voilà. Mais en fait, c'est une arme par destination. Et dès lors que le policier sort, et encore une fois, il va falloir expliquer ça, on appelle ça l'effet tunnel, c'est-à-dire que le policier qui sort et qui met en joue effectivement le chauffeur ne voit pas ce qui se passe dans le champ périphérique. On perd 70% de notre réponse cognitive et notre champ de vision. Et on n'a que 30%, on fait un focus. C'est ça l'effet tunnel, on fait un focus sur la personne en face. Et moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais incapable de décrire la scène dans le temps ni dans le moment. Et quand on fait un débrief derrière, et même les forces spéciales, les BRI, le RAID, GIGN, etc., nous disent la même chose. En fait, je suis incapable de vous décrire la scène. D'où l'intérêt de reconstruire la scène après, de regarder comment ça s'est passé, de mettre les gens, etc. C'est comme un puzzle. Vous savez, à Saint-Étienne-du-Rouvray, la BRI qui était de Nantes, qui est intervenue à Rouen, quand on discute avec les collègues, ils nous disent la même chose. Ils nous disent, je sais même pas combien de coups de feu j'ai tiré, je sais qu'à un moment donné, voilà, il s'est passé ça, on sait plus combien, et à un moment donné, c'est la panique générale. Voilà. Raphaël. C'est très compliqué. Moi, j'aimerais... Justement, et toujours sous le choc, on est marqué à vie après un tir mortel. Bien sûr. Nous, on discute souvent avec nos collègues comme ça qui ont fait usage de leur arme et effectivement, ils traînent ça comme un boulet toute leur vie. Et des fois, j'allais dire, ça se déclenche beaucoup plus tard. En fait, sur le coup, on est dans le choc. On avale un petit peu ça et on le digère. Et puis des fois, ça se passe très bien. Et puis 2-3 ans après, ça peut être même 10 ans, ping, ça repart et on ne sait pas pourquoi. Et c'est comme une grenade dégoupillée. Et on a des collègues, effectivement, qu'on est un peu obligés d'extraire du terrain. Et vous voyez, par exemple, on a le Courbat. C'est une institution, c'est la NAS. Hein, pour nous, c'est une œuvre qui aide les policiers et on les envoie un petit peu se retaper parce que effectivement ça les démonte et toute leur vie on traîne ça voilà comme un boulet. Vous savez ce que le collègue raconte effectivement. Quand vous êtes dans une scène, c'est les psychologues qui nous disent ça, hein, quand vous êtes dans une scène comme ça où vous devez prendre en un quart de fraction de seconde une décision, c'est votre cerveau qui prend le dessus, ça s'appelle l'instinct de survie et vous contrôlez plus rien. Et vous avez trois façons d'agir. Soit vous combattez,
soit vous fuyez, donc l'adrénaline descend dans les jambes pour fuir, soit vous vous résignez. D'ailleurs, souvent, dans les cas de viol, par exemple, les gens disent, mais je comprends pas, par exemple, la victime s'est pas débattue, elle n'a pas crié, elle est restée immobile, elle s'est laissée faire. Non, c'est le cerveau qui a décidé dans ces cas-là que pour elle, pour sauver sa peau, il fallait qu'elle fasse rien plutôt qu'elle essaie de fuir, etc. Donc en fait, on maîtrise plus. Et on est carrément, j'allais dire, cet instinct de survie qui nous prend un peu en otage et on se contrôle plus. Et le collègue, effectivement, ce qu'il explique et ce qu'on explique après, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on a agi comme ça quand on est dans ce cas-là. Voilà. Et ça, ça s'explique aussi devant un tribunal, avec des avocats, avec des professeurs, des psychologues, etc. Et on peut expliquer pourquoi, comment ce petit collègue de 23 ans, il va expliquer peut-être pourquoi il a utilisé cette arme, tout simplement parce qu'il a eu peur. Voilà, la peur, c'est humain. Et c'est ce qui nous rend aussi humains d'avoir peur. Le syndicat SGP Police, on a entendu effectivement le témoignage de ce policier. Maxime, l'enquête c'est classique, c'est normal, mais un policier en cellule, ça pose problème. Oui, c'est choquant. Moi, c'est pareil, je trouve ça choquant. Alors effectivement, certains vont nous dire oui, nous sommes des citoyens comme des autres, sauf que la différence quand même, c'est que nous sommes des policiers au service des citoyens et on a l'impression effectivement, nous, de faire notre boulot. Et dès lors qu'on nous traite comme un délinquant, oui, c'est choquant. C'est pour ça que la garde à vue, on peut l'expliquer, c'est normal, on s'explique. Une garde à vue, c'est fait pour ça, même si ça peut aussi nous choquer, qu'on nous fasse enlever nos lacets, qu'on soit considéré encore une fois comme un délinquant. Mais on s'explique. On a des droits, effectivement. Après, il faut savoir, c'est quel est ce que le juge, en fait, c'est toujours laisser l'appréciation du juge et du parquet, en fait, enfin du magistrat. C'est est-ce qu'on est suspect ou pas. Voilà. Si on est suspect, effectivement, on est mis en examen et puis la garde à vue se prolonge. Si dès lors qu'on a des faisceaux d'indices qui nous disent que la légitime défense est respectée, qu'on a respecté la loi, dans ces cas-là, on ne doit pas être suspect, on est témoin. Et donc, il faut arrêter de mettre systématiquement des policiers sous contrôle judiciaire, par exemple, au prétexte qu'on calme l'opinion publique et certains politiques. Voilà, c'est ça qui est fort. Et nous on a besoin aussi d'avoir des magistrats qui sont sensibilisés, spécialisés pour ces affaires de police. C'est pour ça qu'on demande des juridictions spécialisées. Actuellement, les magistrats, en fait, le magistrat qui peut être de permanence est saisi par cette affaire, il n'y connaît pas forcément grand-chose, c'est pas forcément sa spécialité, et donc il va devoir se prononcer. Et souvent, il est bien seul. Alors, il a droit à un appel, un coup de fil lui aussi. Des fois, il appelle un de ses collègues pour dire, voilà, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Mais c'est quand même, ça démontre aussi les limites du système. Donc nous, on se bagarre pour ça, pour que vraiment ce soit pris en compte, pour que vraiment on puisse accompagner les policiers et derrière aussi que l'administration nous soutienne un peu plus, notamment dans la protection fonctionnelle. Voilà. La garde à vue, c'est... Une fois qu'on aura ça, c'est une garde à vue pour un policier. D'habitude, c'est des délinquants qui vont en garde à vue. Nous, quand on arrête quelqu'un qu'on met en garde à vue, je veux dire, c'est notre job, entre guillemets. Et là, ça s'inverse, donc on inverse tout, et c'est très choquant pour un policier. Jean-Christophe Couvi, j'imagine qui écoute avec beaucoup d'attention ce débat. Oui, je vais apporter quand même une précision sur la présomption de légitime défense. Ça existe déjà dans le code pénal, c'est l'article 122.6. C'est-à-dire qu'on peut repousser de nuit par effraction, violence, ruse, un lieu habité, ou si on peut se défendre contre un auteur de vol, des pillages exécutés avec violence. Vous l'avez ça dans des faits divers, par exemple le bijoutier à Nice qui s'est fait agresser, qui sort son fusil, qui tire sur quelqu'un. Il n'y a pas longtemps, c'est un papa qui est avec sa fille ou son fils, je sais plus, dans sa maison. Il y a 3 individus qui sont rentrés, il a pris son fusil de chasse, il a tiré. Que font les magistrats ? Ils font, comme pour tout le monde, c'est-à-dire que la présomption de légitime défense, ils ne l'utilisent pas, ils mettent quand même la personne en garde à vue parce qu'ils ont besoin d'avoir des éléments. Donc en fait, systématiquement, il y aura une enquête, il y aura une garde à vue, parce qu'aucun magistrat ne prendra j'allais dire, la liberté d'appliquer à la lettre la présomption de légitime défense. Donc en fait, encore une fois, on va faire passer des messages à mes collègues sur le terrain en leur disant, vous inquiétez pas, vous serez couverts, en gros, vous pouvez y aller et derrière, vous aurez le temps de vous organiser. Mais en fait, c'est faux. C'est faux, ça ne tiendra pas. Donc on préfère nous travailler vraiment sur la spécialisation, la spécificité de l'armement, de la sensibilisation des juges pour pouvoir vraiment prendre en compte tout cet aspect quand un policier doit s'expliquer quand il lui fait l'usage de son arme. Après, il faut se mettre dans la peau d'un policier. Si vous voulez, le policier, il est victime, il a la triple peine. Actuellement, on a des discussions sur la double peine, légitime ou pas. Nous, c'est la triple peine. C'est-à-dire qu'on a la peine pénale, on a la peine administrative parce qu'on est puni aussi administrativement quand on fait des fautes. Et après, on est bloqué dans nos carrières, des fois pendant 10 ans. Et un policier qui est mis sous contrôle judiciaire, je vais vous citer l'affaire Théo. L'affaire Théo, c'est 2017. 2017, on est en 2022, l'affaire n'est toujours pas jugée. Des fonctionnaires qui travaillaient donc sur cette affaire-là
on leur a bloqué leur avancement, j'allais dire, dans la police. C'est-à-dire que c'est des gens-là, on leur a figé leur situation, ils n'ont même plus de primes, ils n'ont plus rien, on leur a demandé de même plus exercer sur le terrain. Donc en fait, il y a un vide où le policier, en attendant de passer devant un jugement, enfin devant un juge, de s'expliquer, et puisqu'il y a toujours cette présomption d'innocence, lui, sa carrière, elle est bloquée, elle est brisée, et on peut pas avancer. Donc nous, on se bat là-dessus. C'est vraiment sur la façon dont on peut, enfin, encore une fois, ce qui est choquant pour un policier, c'est ça, c'est que quand vous utilisez votre arme, votre carrière s'arrête. Et l'administration se couvre en disant pop, imaginez, si on vous fait passer brigadier ou brigadier chef, imaginez un petit peu les mois que ça pourrait faire dans la population ou les médias. Je suis désolé, c'est un droit. Voilà, c'est comme ça. Et si après on est jugé coupable, eh bien on perd tout. Mais au moins on peut avancer normalement. Non, mais...